Bonjour et bienvenue à votre cours d'éthique. Bienvenue à votre podcast préféré. Merci d'être là encore aujourd'hui, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Bienvenue à votre cours, à cette petite rencontre virtuelle. Et pour certains, en podcast. Certains nous écoutent aussi via la chaîne YouTube. Là, je prends aussi les podcasts, puis je lance ça là, sur YouTube. Donc, si pour vous, c'est plutôt cette voie, choisissez cette voie. Bientôt sur Twitch, qui sait? Non, je pense pas sur Twitch, il ne faut pas exagérer. Ce serait inédit, mais pas pour cette semaine en tout cas. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous la verrez, vous l'avez vu déjà dans le chat. Elle est avec nous aujourd'hui. Catherine est là. Bonjour Catherine. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, en forme? Ouais. Tu ton Toujours. rendez-vous? Comment? Tu ton Mon rendez-vous pour être ouais. vacciné? Ah, c'est déjà fait, moi. Je suis Félicitations. vaccinée depuis jeudi dernier. Yes. Donc, bientôt, là, je vais pouvoir t'accueillir. T'es à Québec, oui, t'es à Québec. Tu pourrais quasiment venir de temps en temps dans mon studio bureau. Là, j'ai un beau plexiglas là, qui me sépare de mes invités. Là, donc, bientôt, ce sera peut-être possible. Qui sait? Ah, Peut-être tu pendant la penses ça? session. On va voir. J'espère que ça va bien pour vous à la maison. 17h aujourd'hui. J'espère que vous allez. Je suis convaincu que vous allez écouter ça là, ce soir. Le gouvernement va annoncer son plan de déconfinement. Je pense pas qu'il va nous dire que tout est fini ce soir, là. mais, mais on va annoncer là, à quoi ça va ressembler. C'est rare, là, depuis un certain temps, on ne savait pas exactement à quoi allait ressembler le futur. Là, on va le savoir un peu plus. Donc, ce soir, 17h, suivez ça. Puis, Catherine en parlait. Moi aussi, j'ai été injecté la semaine dernière là, dans mon bras gauche et en ce moment, là, je travaille activement à développer des anticorps contre un virus pandémique mortel avec un R0 impressionnant et intimidant. Donc, je travaille là-dessus. Puis, j'espère que vous allez bientôt avoir cette nouvelle compétence biologique. Patience, ça s'en vient. C'est extraordinaire, en fait, là, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'est passé cette année. C'était pas rigolo, là, mais en effet, mais d'une perspective plus scientifique, c'est extraordinaire. Je dirais que dans 20 ans, on va regarder en arrière, puis on va se dire, c'est aussi extraordinaire que le voyage sur la Lune, la conquête de l'espace. Ça ressemble à ça, là, produire un vaccin en moins d'un an, vacciner comme ça en moins de 6 mois. Je dirais que ce qui me surprend le plus en ce moment, ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être l'application là, informatique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Là. Qui aurait cru que le même ministère qui a de la difficulté à faire autre chose que faxer? La dernière fois que j'étais allé à l'hôpital, ils m'ont demandé un fax. Là, j'ai parti à rire. Il était sérieux en plus. Donc, ils ont réussi quand même à produire une application. Vous l'avez peut-être utilisée. Là. Ça tient. C'est ça qui m'impressionne le plus. Pas de bug, ça tient. On prend nos rendez-vous. On a des confirmations par courriel. C'est comme si en un an, là, on était vraiment passé dans la modernité. Ça fait du bien à voir. Donc, oui, une période extraordinaire. La vôtre, la nôtre, tout ça est en marche. La science en acte est là. C'est beau à voir. Puis, nous vivons ça ensemble. C'est le fun. OK, commençons les vraies choses sérieuses, comme si c'était plus sérieux. Le cours, parlons-en, puisque nous y sommes. Première date butoir pour vous. Le TP1, ce qu'on appelle le TP1, doit être remis ce dimanche, donc 23 mai, à 23h59. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à 23h59. Ça peut être bien avant, ça peut être maintenant. La tâche est simple. En équipe, vous devez créer un problème éthique que vous pourriez vraiment rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc, un problème qui est réaliste, concret, probable, 2-3 paragraphes max, et tout ça, ça vaut 5 points. Donc, je sais que c'est pas beaucoup de points, 5 points, mais prenez quand même le temps de choisir un problème qui vous passionne. Je sais, là, il y en a qui seraient tentés, c'est juste 5 points, on va faire ça vite, puis ça ne sera pas grave.
Effectivement, vous allez peut-être perdre 1 ou 2 points, pas plus, s'il n'est pas bon votre problème, mais le problème, c'est que vous allez être pris avec ce même problème tout au long de la session. Donc, soyez sérieux dans le choix et dans la rédaction de ce problème parce que vous allez passer des heures à tenter de résoudre ce problème. Donc, si ça vous passionne nullement le problème que vous m'avez proposé, ben, vous allez passer 8 à 15 heures à travailler sur ce problème-là. Et gageons que vous allez m'en vouloir là, de vous faire travailler sur un problème aussi poche alors que c'est vous qui l'avez soumis. Donc, prenez le temps. Choisissez un vrai problème réaliste, concret, plausible, intéressant, passionnant, ça sera encore mieux. Puis consultez ceux et celles qui ont peut-être une expérience pratique sur le terrain, qui pourraient vous aider à cibler ou identifier un vrai problème que vous pourriez vraiment rencontrer dans l'exercice de votre profession. Attention aussi aux travaux d'équipe. Hein, le TP1, c'est votre premier vrai test, je dirais, pour mettre à l'épreuve votre dynamique d'équipe ou le peu de dynamisme de votre équipe, c'est ça là. Donc, c'est peut-être le plus gros défi de ce TP1. En fait, c'est pour ça que je le donne très tôt. Je vous donne des échéanciers très serrés là, pour tester la gestion de votre équipe. Donc, assurez-vous d'ici dimanche là, que tous les membres de l'équipe sont actifs et engagés. Que ce soit via vos teams. Il y en a qui travaillent même sur Discord maintenant, Google Docs. Ça fonctionne pour moi. Ça peut fonctionner pour votre équipe. L'important, là, c'est que vous aurez besoin de tout ce beau monde pour le TP1 et surtout de tout ce beau monde pour le TP2. Donc, s'il y a des problèmes dès maintenant avec le TP1, des problèmes de gestion d'équipe notamment, peut-être un ou deux qui travaillent moins, qui travaillent peu, qui ne donnent pas de nouvelles, c'est le moment de résoudre ce genre de problème-là. Tout de suite maintenant, vous avez un peu plus de temps, c'est le milieu de la session. Attendez pas à la fin de la session là, avec le TP2 qui, lui, vaut 25 points. Puis là, l'équipe explose, puis vous êtes dans la complétion de vos autres examens. Personne n'a de temps, tout le monde est stressé, ça se chicane, ça se crie des injures. Puis en plus, là, vous vous mettez à me mettre en CC, puis là, on essaye de résoudre ça en catastrophe. Non. Hein, faites-le dès maintenant. Regardez, il y a toutes sortes de participants. Là, assurez-vous que tout le monde participe dès maintenant, dès ce dimanche. Puis sinon, ben, faites-moi signe. Puis ensemble, ben, on va corriger la situation de façon préventive. Donc, c'est normal en même temps. Là, je ne veux pas blâmer personne. C'est normal d'avoir des problèmes de gestion d'équipe à votre âge. Je dirais là, que gérer tout ça en même temps, il y en a qui sont très bons, je le vois, qui sont capables de leader tout ça, mais il y en a qui c'est plus compliqué, puis c'est normal aussi. L'important, c'est d'accroître, je dirais, chacun votre compétence en la matière parce que vous en aurez bientôt besoin fréquemment et intensément de cette compétence-là. Donc, d'où l'occasion que vous avez de vous pratiquer ici à l'université. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le module 4. Donc, cette semaine, j'ai ouvert 2 modules, vous l'avez vu. Ça va vite l'été. 2 modules, module 4, module 5. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le module 4. Et le module 5 vous sera introduit cette semaine, ce vendredi, mais par podcast uniquement. Donc, je vais rediffuser ce vendredi un épisode que j'avais diffusé cet hiver. Donc, ne tenez pas compte là, des dates, du contexte même pandémique de l'époque. Ce n'était pas exactement le même contexte. Donc, aujourd'hui, intro au module 4. Vendredi, intro au module 5 et ça sera une rediffusion. Donc, aujourd'hui, module 4. Et dans ce module, vous serez introduit à la grille de Legault. La grille de Legault, cette expression, je vais la dire peut-être 200 fois pendant le cours d'aujourd'hui et dans les autres cours. Donc, vous allez entendre cette expression-là souvent, la grille de Legault. C'est la grille d'analyse qui vous est proposée dans ce cours. Il y en a plusieurs des modèles, mais la grille qui vous est suggérée dans ce cours, c'est la grille de Georges A. Legault, hein, qui est l'auteur du principal ouvrage du cours. Et c'est cette grille que nous allons utiliser dans ce cours.
Cette grille a des failles, mais a des forces. Entre autres, elle est très bien ancrée dans le système professionnel québécois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette grille. Elle est en français aussi. Donc, elle n'est pas parfaite, mais c'est cette grille que nous allons utiliser dans ce cours. Donc, soyez attentifs aujourd'hui. Je vais vous l'introduire. Vous aurez besoin de cette grille. Vous devrez également puiser dans les résultats de votre... plus tard, là, vous allez analyser le TP1 que vous allez me suggérer bientôt. Là, vous allez devoir l'analyser à l'aide de cette grille. Donc, pour vous, là, c'est déjà une première façon de vous familiariser avec cette grille. Et je me permets de vous le mentionner au passage, il y aura des questions aussi dans les examens qui sont liées à cette grille. Donc, vous devez la connaître, mais aussi être capable de l'utiliser. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, là, je vous invite à être très attentif dans cette introduction. Là, ça vous donnera déjà une première compréhension de cette fameuse grille de Legault. Dans l'enregistrement de cours que je vous ai mis sur le contenu du cours dans la feuille de route, pour vous montrer à utiliser cette grille, vous irez voir l'étude de cas qu'on a choisie. C'est une étude de cas sur le plagiat universitaire. Donc, je voulais choisir une étude de cas qui vous intéresse, qui vous concerne, qui concerne de vrais problèmes éthiques probables dans le contexte étudiant. Hein, tout ça pour vous permettre d'anticiper à quoi ça pourrait ressembler dans l'exercice du travail. Donc, pour vous, dans l'enregistrement de cours, vous verrez, là, ce sera une autre façon de vous aider à mieux comprendre cette grille, comment l'appliquer. Ça vous permettra aussi de mieux comprendre c'est quoi le plagiat, du moins comment c'est compris ici dans l'institution universitaire qu'est l'Université Laval. Donc, vous irez voir l'enregistrement de cours. C'est une réflexion là, qui poursuit celle que nous avons entamée. Nous en avons parlé un peu au module 3 du plagiat et nous allons poursuivre là, cette réflexion-là dans l'enregistrement de cours. Vous allez voir, c'est un cas fictif de plagiat, mais il est fictif, mais en même temps, il est réaliste et probable. Ah, c'est ce que je vais vous demander aussi dans votre TP1, me créer un vrai problème fictif, mais néanmoins un vrai problème au sens où il est probable, réaliste, où vous pourriez le rencontrer dans quelques années. Donc, dans l'enregistrement de cours, vous verrez, c'est un cas de plagiat. Et si vous voulez savoir si c'est réaliste, un problème de plagiat, et si c'est probable, je vous dirais que j'ai un cas de plagiat par session. Donc, c'est sûr que moi, les statistiques sont plutôt pour moi, là, avec 200, pas loin de 200 étudiants par session. Finalement, les statistiques font la force des nombres font leur effet. Puis, sur 200, je dirais que, je le disais, là, j'avais une discussion sur les forums, je pense que c'était avec James Labrie, peut-être. Il me semble que c'est ça. Sur les forums de discussion, j'en parlais avec lui. Sur 200 étudiants, je finis toujours par avoir un étudiant, je dirais 1 à 2 cas de plagiat. C'est triste à mourir, mais c'est ça quand même. Typiquement, là, je vais faire pour rentrer dans la poutine administrative, là, je vois un cas de plagiat. Je ne peux pas conclure que c'est un plagiat, donc je fais une plainte de plagiat potentiel. J'envoie ça au vice-doyen aux études. Puis là, toute la machine s'emballe. Puis là, c'est soumis au comité de discipline. Puis enquête. Puis là, sanction. Puis c'est triste et c'est triste à pleurer. Puis c'est ennuyant à faire pour tout le monde qui est impliqué, y compris évidemment l'étudiant ou l'étudiante impliquée. Donc, statistiquement, là, je vous le dis, j'aime bien ça dire ça, je suis assuré d'avoir un étudiant dans ce cours qui va plagier. Les stats font leur... La vraie question, c'est qui? Hein? Qui? Puis je dis pas ça parce que je veux le trouver, là. Puis qui? Puis là, je vais fouiller. Je le dis ça pour vous décourager, là, si jamais vous êtes tenté de faire un beau copier-coller en fin de session, sachez-le, là, je m'arrange pour les détecter. Puis voilà. Puis je le dis pas parce que je veux, encore une fois, je veux vous prendre, mais je vous le dis parce que je veux vous décourager de le faire. C'est mieux formulé ainsi. OK, fermeture de la parenthèse. Dans le module 4,
Donc, ce que je disais, c'est une étude de cas sur le plagiat. Donc, on ne fera pas la même étude de cas sur le plagiat aujourd'hui dans cette introduction. Mais j'ai choisi un autre cas pour vous. Mais je vous avertis, là, soyez attentifs parce que je vais prendre un cas, puis je vais passer avec vous une première fois la grille de Legault. Donc, ça se peut qu'il y ait des bouts un peu moins intenses, mais soyez attentifs. OK? Parce que si vous n'êtes pas attentif, là, si je sens que vous ne m'écoutez plus, je ne sais pas comment je vais faire. Mais si je sens là, que ça ne participe plus dans le chat, puis vous ne m'écoutez plus, ben, je vais vous envoyer dans des breakout rooms. Moi, j'haïs ça, les breakout rooms. Ben, je n'haïs pas ça en faire, là, mais me retrouver dans un breakout room, il y a un malaise évident. Donc, je vous avertis, si vous ne m'écoutez pas, je vous envoie dans des breakout rooms, puis vous allez être obligé de vous réveiller, puis parler. Donc, écoutez-moi. Ça va durer une demi-heure, mais au moins, ça vous permettra de comprendre un peu la grille de Legault. Donc, aujourd'hui, dans ce module, première étape de votre TP2. Hein, le TP2, c'est le gros TP à 25 points que vous devrez faire dans ce cours. Et la première étape de ce TP2, c'est analyser votre problème, le TP1, que vous allez me soumettre ce week-end. Donc, première étape de ce TP2, analyser le TP1 à l'aide de la grille. Donc, je vous le rappelle, le TP2, c'est notre big boss de la session. C'est votre White Walker King. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait, mais c'est le gros colosse à terrasser, tiens, pour ceux qui ont l'image en ce moment. Donc, TP2, gros, 25 points, 2 étapes. Analysez votre TP1 à l'aide de la grille de Legault et rédiger, deuxième étape, un rapport décisionnel dans lequel vous expliquez quelle est votre décision. Donc, vous m'aviez soumis là, un beau TP1, mais le TP2, vous allez analyser à l'aide de la grille et ensuite, vous allez me faire un rapport décisionnel. On avait un TP1, puis voici notre décision, puis voici pourquoi notre décision elle est bonne, puis voici nos arguments. Donc ça, c'est le rapport décisionnel et ça, ben, vous aurez encore quelques semaines, là, une fois que vous aurez déposé votre TP1, vous aurez quelques semaines pour passer à travers la grille et rédiger ce rapport décisionnel. Mais 2 étapes pour ce TP2. Première étape, analyser à l'aide de la grille de Legault. Et la grille de Legault, elle ressemble à ça. Et là, je dis ça, ben là, à l'écran, ceux qui sont en classe synchrone, vous la voyez un peu. Ceux qui nous écoutent en podcast, ben, vous ne la voyez pas. Donc, je vais vous la décrire un peu. Puis, je vais prendre le temps de vous décrire. Il y a 4 phases. Prendre conscience de la situation, clarifier les valeurs conflictuelles, prendre une décision éthique, ça c'est la 3e. Et finalement, étape 4, établir un dialogue avec les parties concernées. Donc ça, c'est les 4 étapes. Puis avec vous, j'aimerais passer ces 4 étapes pour analyser une étude de cas que je vais bientôt vous soumettre. Une étude de cas que je vais bientôt vous soumettre. Pour trouver cette grille d'analyse, vous allez la trouver dans le contenu du module 4. Donc, la grille, vous pouvez la trouver là, en allant au module 4. Vous allez dans matériel didactique. Il y a l'ouvrage de Legault qui s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Et vous allez accéder à la version électronique. Au chapitre 6 de l'ouvrage de Legault, vous allez avoir les explications de la grille en question. Donc, je vous invite vivement à lire ce chapitre 6. Et à l'annexe 2, me semble-t-il, oui, l'annexe 2, c'est la fiche d'application. Donc, une grille d'analyse en bonne et due forme que vous n'aurez qu'à remplir, qu'à compléter. D'ailleurs, je vous ai mis une autre version de cette grille d'analyse-là là, dans le contenu du module 4, tout ça pour vous faciliter la tâche. Donc, la grille d'analyse, elle est là. Et pour appliquer cette grille, donc pour vous aider à vous familiariser avec cette grille, j'ai pensé vous soumettre une étude de cas ici dans ce podcast. C'est l'étude de cas du cas de Karen Duhamel.
Hein, maintenant, vous la connaissez un peu mieux. Vous avez vu la vidéo passionnante et un peu traumatisante, je dirais, du module 1. Je vous rappelle les principaux événements. Karen Duhamel, elle est ingénieure. Donc, ça ressemble au profil de plusieurs étudiants dans ce cours. Et à la sortie de l'école, elle a été embauchée par, oui, probablement la firme qu'elle avait choisie, puis son employeur potentiel préféré. Pour elle, c'était la firme de génie conseil Génivar. Et sur le chantier de réfection de l'autoroute 40, rappelez-vous, Karen remarque là, que les quantités qu'on lui demande de saisir dans un logiciel ne correspondent pas vraiment à ses calculs. Donc, convaincue que ses collègues ont fait une erreur, elle commence à poser des questions, puis elle décide de rentrer les bons chiffres, entre guillemets, là, ces chiffres. Puis, elle a l'impression qu'on gonfle illégalement, peut-être pas illégalement, mais étrangement, qu'on gonfle les quantités posées. Puis, elle pose des questions, puis on l'informe que, tu sais quoi, Karen, laisse faire pour rentrer les chiffres, là. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Donc, ça soulève des soupçons. Karen remarque qu'elle est témoin que de l'argent liquide circule autour d'elle. Des motons d'argent, c'est son expression. Un moton d'argent. Avez-vous déjà vu un moton d'argent liquide? Moi, jamais. Même les plus gros motons d'argent que je traîne dans mes poches, j'appelle jamais ça un moton d'argent. Sinon, un billet peut-être. Mais elle a vu des motons d'argent. Pas vous, j'imagine. Je ne vous le souhaite pas. Donc, assez rare ce genre de problème, mais possible dans son cas, parce que vous voyez bien que c'est possible dans son cas. Donc, j'ai choisi ce cas pour tenter d'appliquer la grille de Legault. Donc, vous le connaissez bien, ou en tout cas, vous le connaissez un peu mieux, ce cas. Et on va prendre la grille proposée par Legault, puis on va essayer de l'appliquer au cas de Duhamel. Donc, on va utiliser la grille de Legault. C'est un luxe que n'avait pas Karen Duhamel. Hein, lorsqu'on a à résoudre un problème éthique, on ne pige pas nécessairement dans une grille d'analyse. Puis probablement que je dirais qu'en toute honnêteté, que vous n'utiliserez jamais intégralement cette grille. Puis dire ça, il y a quelque chose d'un peu choquant, mais il faut être honnête. Mais de passer une fois à travers cette grille, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs étapes qui vont vous rester néanmoins en tête. Il y a des suggestions, je dirais, de Legault. Il vous suggère quelques étapes, quelques sous-étapes importantes. Et ce sont ces sous-étapes-là là, qui vont vous marquer, que probablement vont influencer votre façon de prendre des décisions à l'avenir. Donc, c'est davantage ça qui m'intéresse que de vous transmettre là, intégralement une grille en souhaitant qu'un jour, un étudiant sorte sa grille de Legault puis se mette à résoudre des problèmes éthiques. Ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Donc, à la fin de ce cours, vous ne garderez pas en mémoire toute cette grille, mais vous allez en garder, je dirais, l'essentiel et ce sera bien suffisant pour vous aider à résoudre des problèmes éthiques. Donc, dans le cas de Karen Duhamel, Legault vous suggère, comme n'importe quel cas, Legault, avec sa grille, vous suggère de passer à travers 4 étapes. Je les ai mentionnées plus tôt. 1, prendre conscience de la situation. Donc, on se concentre sur les faits. 2, clarifier les valeurs. Donc, c'est les valeurs, la phase 2. Phase 3, prendre une décision raisonnable. Donc, produire des raisons d'agir. C'est la phase 3. Et la phase 4, on prend un peu de distance par rapport à notre décision, puis on tente de l'expliquer aux différentes parties prenantes. On va rentrer maintenant dans le détail. Êtes-vous prêts? Non, ça me permet juste de mettre un petit silence puis de rattraper votre attention. Donc, le code Duhamel, phase 1, les faits. Donc, prendre conscience de la situation, c'est ce que Legault veut dire. Il vous dit en sous-étape A, inventorier les principaux éléments de la situation. Donc, recenser les faits, ce que ça veut dire, c'est recenser ce qui est certain, identifier ce qui est plutôt incertain. Pour Karen, quels sont les faits? C'est ce qu'elle peut documenter, prouver, ses calculs,
les chiffres qu'elle voit circuler, elle peut le démontrer, le prouver, faire imprimer ce qu'elle voit à l'écran, donc documenter sa preuve. En B, toujours dans la même étape, B, le Go vous dit que vous devez formuler le dilemme éthique. Le Go vous dit, lorsque vous rencontrez un dilemme éthique, c'est important de le formuler, là, d'essayer de le résumer à sa plus simple expression pour comprendre un peu plus clairement. Et dans le cas de Karen Duhamel, je dirais que son dilemme, lorsqu'on le formule de façon très générale, je dirais que ça ressemble à bien des dilemmes éthiques. C'est la tension entre agir, je dirais, faire des démarches pour résoudre ce problème ou ne rien faire. Donc, ne pas faire de démarches. Donc, ça permet de... Vous voyez qu'il y a des enjeux éthiques qui sont liés aux deux parties du dilemme. Faire quelque chose, il y aura des conséquences importantes. Déjà, si on se met à poser des questions, c'est déjà litigieux. Et ne rien faire, on voit que là aussi, il y a une certaine prise de position éthique et il y aura des conséquences à cette inaction. Donc, pour elle, le dilemme éthique, je dirais là, que ça se formulerait de façon générale de cette façon. En C, Legault vous dit résumer la prise de décision spontanée. Donc, ça, Legault, il dit c'est important aussi. Lorsque vous êtes face à un dilemme, c'est important d'exprimer votre prise de décision spontanée, celle là, que votre pif vous dicte ou votre guts ou appelez ça là, comme votre instinct, on va le dire plus proprement comme ça. Legault dit c'est important de le formuler parce qu'il y en a plusieurs qui finissent là. Lui, il vous dit non, c'est important de la cibler. C'est un point de départ. Il faut l'exprimer, voir d'où on part, éventuellement faire le reste de l'analyse et éventuellement peut-être revenir à l'intuition de départ ou peut-être, à la lumière de notre analyse, prendre une décision contraire à notre décision spontanée. Donc, c'est aussi possible. En D, Legault vous dit analyser la situation des parties concernées. Ce que ça veut dire, ça, c'est prenez-vous une feuille, là, puis énoncez votre dilemme, puis à gauche, je prends telle décision, puis à droite, je prends la décision contraire, puis quelles sont les conséquences de ma décision sur toutes les parties prenantes, tous les acteurs. Si je prends la décision de gauche, quelles sont les conséquences sur tous ces acteurs? Et si je prends la décision de droite, quelles sont les conséquences sur tous ces acteurs? Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans l'esprit du conséquentialisme. On fait la liste de tous les acteurs ou parties prenantes, puis on regarde les conséquences sur tout le monde. Puis, ça semble enthousiasmant comme ça en disant, ben oui, c'est ça, c'est simple, on met une feuille, là, puis on fait ça. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de parties prenantes, puis il y a de nombreuses conséquences, puis il y a de nombreuses conséquences directes, indirectes, puis indirectes, d'indirectes, puis on s'essouffle assez vite. Mais Legault vous dit, vous devez minimalement tenter de le faire, identifier les principales conséquences positives, négatives sur les principales parties prenantes. Et en E, Legault vous dit analyser la dimension normative de la situation. On est toujours dans les faits, là, la première phase. Il y a des normes, il faut les identifier. Pour Karen, ben oui, il y a des normes. Est-ce qu'on peut faire ça, falsifier des données? Puis comment ça fonctionne tout ça? Puis elle peut se renseigner. Quelles sont les normes en la matière? Quelles sont les lois, les normes, les règles qui régissent, qui encadrent tout ça? Est-ce que je peux contester? Si c'est mon employeur qui me demande de me taire, est-ce qu'il y a des normes qui balisent mon rapport d'autorité avec mon employeur? Est-ce que je peux le contester, ce rapport? Est-ce qu'il y a des lois, des règles qui m'y contraignent? Ou est-ce qu'il y a au contraire des lois, des règles qui me permettent de me distancier par rapport à la demande de mon patron? Donc, le cadre normatif, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement votre code de déontologie, c'est votre code de déontologie, mais ce n'est pas uniquement ça. Code civil, code criminel, code du travail, code du bâtiment, code de code. Là. Il y en a partout, il y en a des règles. Il s'agit juste de trouver dans quel domaine votre problème se situe, puis de trouver les normes, les règles qui encadrent, qui balisent ce genre de décision dans ce domaine, ce genre de problème dans ce domaine. Voilà.
première phase, elle est faite. Donc, le go nous dit d'abord, on se concentre sur les faits. Et ben voilà, on l'a fait. On a passé à travers les faits, cette première phase de le go. Deuxième phase, nous dit-il, on parle toujours du cas de Karen Duhamel. Que doit-on faire pour résoudre le cas Duhamel une fois qu'on a identifié, on a traité les faits? Le go nous dit c'est important aussi de clarifier les valeurs qui sont en conflit. Donc ça, c'est un discours qu'on s'éloigne peut-être là, de votre langage ou de vos réflexes plus naturels. Mais je dirais identifier les valeurs. Le go nous dit identifier les émotions dominantes. Ces émotions-là, là, ce n'est pas parce qu'elles doivent dicter notre prise de décision, mais elles influencent évidemment notre prise de décision. Donc, c'est important de les expliciter, les nommer. Dans le cas de Karen Duhamel, c'est clairement, je dirais, anxiété, très certainement, peur de perdre son emploi, peur du jugement des patrons, peur du jugement des collègues, grand sentiment de frustration, on le sentait. L'impression de ne pas être cru, d'être trompé même, je dirais, par son entourage. Donc, le go vous dit, on part des émotions, on identifie aussi les valeurs agissantes. Donc, essayez d'identifier les valeurs qui se cachent derrière le dilemme. Là. Donc, derrière les premiers faits qu'on a identifiés dans la phase 1, pour Karen Duhamel, les valeurs, à quoi ça ressemble? Je dirais que sécurité d'emploi, très certainement. Alors ça, c'en est une valeur. Là, on ne veut pas perdre. Ça a de la valeur, cet emploi-là. Et cette sécurité-là, on ne veut pas la perdre. Le temps, c'est une valeur. Il y aura nécessairement des pertes de temps et de ressources pour tenter de résoudre ce problème. Loyauté envers l'employeur, solidarité envers ses collègues. Et tout ça, on peut opposer à, pour elle, peut-être le devoir d'honnêteté, respect des lois, respect des règles, respect du code de déontologie. Et en dessous, il y a toutes sortes peut-être de valeurs cachées aussi dans les normes. Dans les normes, il y en a aussi des valeurs. Là. Lorsqu'on suit une loi, une règle, souvent, ces lois, ces règles ont été mises en place pour défendre certaines valeurs. On doit dire la vérité, être honnête, garder notre indépendance professionnelle. Alors, il y a des normes qui nous assurent, entre autres, que les professionnels gardent une certaine forme d'indépendance. Paix sociale, c'est une valeur. Mais je dirais que c'est la valeur peut-être principale qui se cache derrière même la profession d'arpenteur géomètre. On dirait qu'elle s'articule autour de ça, là, l'idée de paix sociale. Le bien public, la santé publique pour certains autres professionnels. Ce sont les valeurs qui se cachent derrière la plupart des actions. En C, le go, on parle toujours des valeurs. Le go nous dit identifier le principal conflit de valeurs. Donc, une fois qu'on a identifié plusieurs valeurs qui se cachent derrière les conséquences positives, négatives, identifier les valeurs aussi qui se cachent derrière les normes, les règles, le go nous dit c'est important de revenir au dilemme puis de voir quelles sont les deux principales valeurs qui semblent être en conflit. Je dirais que si Karen ne fait rien, ben, la valeur qui se cache derrière ça, c'est peut-être, je ne sais pas, sécurité d'emploi, loyauté envers l'employeur. On le voit, si c'est un dilemme, c'est parce qu'il y a une valeur. Là. Il y a une tension entre ces deux valeurs-là. Puis on voit que chaque partie du dilemme a de la valeur, justement. Si elle ne fait rien, il y a des bonnes raisons pourquoi elle ne fait rien. Sécurité d'emploi, solidarité envers les pairs, qui sait. Et si elle agit, elle se met à poser des questions, mais il y en a d'autres valeurs qui se cachent. Justice, honnêteté, trésor public, bien public, vérité peut-être, qui sait. Mais voilà. Et peut-être en gros, si j'avais à réduire le dilemme de Karen Duhamel, je dirais que les deux valeurs centrales, là, ça semble être, je dirais, la vérité qui se cache derrière le cadre normatif qui l'oblige à rester intègre et dire vrai, pas falsifier les données. Et l'autre valeur, c'est peut-être pour elle, je dirais, la sécurité d'emploi, peut-être. Donc, c'est comme ça là, que le go, si on prend la deuxième phase, celle sur les valeurs, ben, on identifie les valeurs, on les nomme et on tente de réduire le dilemme éthique à un conflit entre deux principales valeurs.
Écoutez-vous encore? Hein, je vous avais averti. Ça répond, ça répond. OK, c'est bon. On a une question, veux-tu que je la lance tout de Ben oui, suite? vas-y, ça va nous permettre Ma de relancer. question, dans le milieu de travail, lorsque nous avons raison et que nous pensons à toutes les conséquences, nous sommes toujours le compliqué du groupe. Comment éviter cela? Ben oui, ça, on va y revenir dans le. On a un cours sur les pressions, les différentes pressions, pression d'autorité, mais pression de groupe. Je pense que c'est un beau cas où on va regarder ensemble le rôle qu'on réserve aux lanceurs d'alerte. C'est comme ça qu'on les nomme, là, les personnes qui posent des questions compliquées, puis qui retardent, je dirais, tout le monde. Là, ben, désolé de vous le dire, mais dans l'exercice de votre profession, des fois, au moins une fois dans votre vie, vous devrez être cette personne-là qui pose les questions dérangeantes, puis qui retarde le meeting, puis je dirais que typiquement, ben, on n'aime pas beaucoup ce genre de personnes-là. On aime bien les lanceurs d'alerte là, une fois qu'ils sont dans le grand public, là, comme l'ingénieur Robert là, cette semaine là, qu'on voyait dans les médias. On les aime bien. Une fois qu'ils sont sortis dans les médias, puis une fois qu'on a confirmé qu'ils ont bien fait d'agir. Mais lorsque ça se passe dans le milieu du travail, là, typiquement, on a tendance à ne pas les écouter, à les faire taire même. Je dirais, pensez là, concrètement à quoi vous ressemblez dans le milieu de travail. Lorsque dans un beau meeting, là, la discussion avance bien, puis il y a un beau consensus, puis il y a une personne qui pose une question dérangeante qui bouleverse un peu le consensus. Dans quelle famille êtes-vous? Ceux et celles qui disent yes, enfin quelqu'un qui pose une question dérangeante, ou plutôt il me retarde, ça va être compliqué, il a raison, mais en même temps, ça serait donc simple de faire autrement. Donc, ce sera mon introduction, sans y répondre pleinement. Là, ce sera mon introduction pour, je pense que c'est au module 10, où on va aborder pression de groupe et surtout ben, le rôle hein, que vous aurez bientôt là, de parfois vous opposer au groupe et tout ce que ça implique. Donc, Breakout Room, ben, on va laisser faire. Si vous êtes actif comme ça sur le chat, vous remercierez Catherine. Là, c'est elle qui vous a sauvé. Donc, non, c'est pas vrai. Je ne vous aurais pas mis en Breakout Room, mais je voulais au moins nous faire une intermède pour replonger dans la grille de Lego, puis me prendre une gorgée de café. L'indice cette semaine, universalisable. Universalisable. OK. À quoi la phase 3 maintenant? À quoi doit penser Karen en phase 3? Legault nous dit, pour résoudre le cas de Karen Duhamel, vous devez ensuite prendre une décision raisonnable. Donc, ça semble simple tout ça, là, mais c'est comment produire des raisons d'agir. Pour produire des raisons d'agir, Legault vous dit, pour créer une raison, ben, vous devez d'abord identifier une valeur qui pour vous aura préséance. Donc ça, c'est identifier la valeur qui a préséance. Si vous créez un seul argument, souvent c'est une seule valeur. Parfois, vous pouvez créer plusieurs arguments qui tous pointent ou s'appuient sur la même valeur. Donc ça, c'est comme ça qu'on crée des arguments éthiques. En B, Legault vous dit, identifiez le principal argument qui justifie justement cette valeur prioritaire. Puis, posez-vous la question, quelles sont les raisons qui justifient la priorité accordée à cette valeur? Si vous dites la valeur principale, ce sera la vérité pour Karen. Donc, pourquoi, au nom de la vérité, cette décision doit être prise? Hein, pourquoi? Ben, on l'a vu au module 2. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs façons d'argumenter, mais je vous en ai proposé deux principales, là, je dirais, conséquentialisme, déontologisme. Ben, ça, pourquoi vous les avoir proposés? Parce que ce sont des façons de concevoir des arguments. Donc, pourquoi respecter la vérité? Ben, parce qu'il y aura des conséquences importantes si on ne respecte pas cette valeur-là de vérité
qui est inscrite là, dans mon code de déontologie, là. Donc, si je ne respecte pas cette valeur de vérité, il y aura telle conséquence navrante sur telle personne et on veut éviter ça à tout prix. Si on respecte la valeur de vérité, il y aura telle conséquence positive, et voilà ce qu'on veut qui se produise. Un argument déontologique, ben, il y aura certaines normes, certaines règles qui seront violées. Ces normes-là ont de la valeur en société, défendent justement telle ou telle valeur, telle sanction. Selon on revient à un argument qui est plus de l'ordre du conséquentialisme, ben, il y a telle norme. Et si on ne respecte pas telle norme, ben, il y a telle sanction sur nous, telle sanction sur notre employeur. Donc, ça, c'est des façons d'argumenter, là. Hein? Donc, pourquoi prendre cette décision-là? Parce qu'elle génère certaines conséquences positives, parce que cette décision-là nous permet d'éviter certaines conséquences négatives, parce qu'elle permet de s'appuyer sur telle norme, telle valeur, telle loi, et parce que ces normes, ces lois, ces règles s'appuient sur telle valeur. OK? Donc, ça, c'est comme ça qu'on peut créer des arguments. Donc, en 3, on est toujours dans cette phase 3. Legault vous dit, une fois que vous avez créé de beaux arguments, vous devez préciser les modalités d'action qui seront entreprises. Donc, Legault, je pense que c'était tout à fait logique d'y aller en ce sens. Une fois que vous avez identifié une décision, vous avez produit des arguments pour justifier cette décision-là, ben, ça serait pertinent, une fois qu'on a une belle décision bien argumentée, bien justifiée, bien documentée, ben, il faut s'assurer que cette décision-là soit mise en œuvre. Donc, quel conseil pouvez-vous donner, je ne sais pas, à votre employeur ou à celui ou celle qui vous accompagnera dans la prise de décision? Quelles sont les actions à poser? Hein? Ce n'est pas juste d'avoir la décision la plus théoriquement fondée en droit et en morale. Il faut être capable de la mettre en œuvre, cette décision-là. Donc, le gars vous dit, c'est important de penser aux actions qui seront entreprises. Quels gestes allez-vous poser? Pour Karen, OK, tu as pris la décision de mettre en valeur, c'est la vérité, puis tu as toutes sortes de bonnes raisons pourquoi tu as décidé de défendre la vérité. Maintenant, quelle action vas-tu poser? OK, quelles actions? Ben, je vais en parler aux collègues pour voir ce qu'ils en pensent. Pour elle, c'est un peu problématique parce qu'on voit que les collègues faisaient un peu partie du problème, en tout cas, même la partie patronale. Donc, on en parle aux patrons, c'est un bon réflexe. Puis si on se rend compte que les patrons font aussi partie du problème, ben, communiquer dans son cas avec l'OIQ. Puis si on se rend compte que l'OIQ font aussi partie du problème, ben, communiquer avec le MTQ dans son cas, là, le ministère du Transport. Aller chercher de l'aide extérieure, aller prévenir peut-être les autorités compétentes. Dans son cas, là, quand on voit de l'argent liquide circuler, ça vaut peut-être la peine d'informer la police qu'on voit de l'argent liquide circuler. Hein. Il n'y a pas grand acteurs sociaux qui transigent avec de l'argent liquide aujourd'hui. Là. En tout cas, il y en a très peu. Et je dirais qu'il y a un type d'acteurs sociaux là, qui aiment ça, l'argent liquide qui circule. Et vous savez à quel acteur je pense. Donc, c'est peut-être le bon moyen, peut-être pas d'appeler la police, mais de demander les conseils, je dirais dans son cas, de la police. Mais l'important, c'est de poser des actions qui vous aident à mettre en œuvre votre décision. Pas y aller seul, demander le soutien, l'aide nécessaire pour vous assurer que votre décision soit mise en œuvre. Donc, ça, c'est la phase 3. Que Legault appelle discuter et prendre une décision raisonnable. Ça implique tout ça. Et dernière phase, nous dit Legault, établir un dialogue avec les parties concernées. Legault dit faire une réflexion critique sur le caractère universalisable des raisons d'agir. Bon, ça, c'est du jargon de philo. Mais je dirais qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est évaluer dans quelle mesure les raisons d'agir de Karen peuvent faire consensus. Donc, si vous avez pris le temps de prendre une bonne décision, puis de déterminer de belles raisons d'agir avec de beaux arguments,
dans quelle mesure ces arguments-là peuvent faire consensus. Hein, c'est là que Legault, c'est ce que Legault appelle le caractère universalisable. Là. C'est est-ce que votre décision elle est seulement bonne pour ce cas précis ou est-ce qu'on peut l'étendre un peu, la force, je dirais, de votre décision. Legault vous dit, pour vous aider à évaluer le caractère universalisable ou la force consensuelle de votre décision, Legault vous dit, vous pouvez expérimenter 3 critères. Donc, il y en aurait plusieurs, là, j'en ai plusieurs en tête, là, mais Legault vous en suggère 3, puis je pense que c'est intéressant. Ça permet oui, effectivement, d'évaluer assez rapidement la force, je dirais, de votre décision. Le premier critère, Legault, il dit, c'est le critère d'impartialité. Donc, est-ce que votre décision pourrait convaincre un jury impartial? Autrement dit, est-ce que Karen, elle est impartiale? Dans son cas, ben, je dirais qu'elle n'est pas impartiale. C'est une partie prenante. Sa décision va avoir des conséquences sur elle-même. Donc, c'est sûr que ça pourrait être tentant. Ça pourrait être tentant de juste choisir son intérêt personnel. Puis on voit que la tentation, elle est là pour Karen de dire ben moi, je vais choisir mon intérêt personnel, puis je vais me taire, puis ça va résoudre le problème. Donc, dans son cas, elle est impartiale, elle est partiale plutôt, mais sa décision, elle, semble être impartiale, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne un peu de ses propres intérêts particuliers. La décision de Karen, vous l'admettrez, là, ça ne s'appuie pas nécessairement sur ses intérêts personnels. Au contraire, elle semble s'appuyer sur la protection publique. Mais disons que sa décision reste impartiale. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Peut-être vous aurez à vous poser ce genre de questions-là aussi avec votre TP1, là, une fois que vous l'aurez analysé. Comment donner encore plus d'impartialité à votre décision? Ben, demander de l'aide, peut-être un avis externe à une personne qui n'est pas partie prenante. Karen, elle pourrait faire ça. Là. Je pense avoir pris la bonne décision, mais étant donné que je suis partie prenante, je fais partie du problème. Je pourrais demander à quelqu'un d'autre, à l'extérieur, de m'aider à prendre ma décision, donc demander un avis externe, un appui externe, un examen externe de ma décision, une validation externe. Mais vous voyez que le mot là, qui revient, c'est externe. Là. Sortir un peu de ses propres intérêts personnels puis aller chercher une autre partie là, qui donnera un peu plus d'impartialité à tout ça. Donc, premier critère, nous dit Legault, le critère d'impartialité. Ça vous permet de voir là, que si la décision est très impartiale, ben, elle pourra être un peu plus consensuelle. Si elle est partiale, si elle sert vos propres intérêts personnels, ben, c'est sûr que le consensus, il va être plus difficile à aller chercher. Là. Ça se peut bien qu'il y en ait autour de vous qui jugent la pertinence de votre décision comme étant un peu impartiale, puis justement, votre décision sert vos propres intérêts personnels. Deuxième critère, Legault dit le critère de réciprocité. C'est un beau critère aussi. Essayez de vous mettre à la place de la personne qui souffrira de votre décision ou qui risque de subir les contre-coups de votre décision. Pour Karen, on le voit, là, la décision qu'elle va prendre va avoir des conséquences navrantes sur plusieurs personnes autour d'elle. Ses patrons, ses collègues. Donc, d'où l'importance de s'assurer que sa décision puisse, et les raisons d'agir puissent convaincre. Parce qu'éventuellement, vous le voyez venir, là, cette décision-là risque d'être contredite puis de mettre plusieurs personnes à mal, d'être contestée. Donc, pensez à ceux et celles qui subiront les contre-coups de votre décision. Ça fait partie du critère de réciprocité. Peut-être pour tenter d'amoindrir, je dirais, les conséquences de votre décision sur ces parties-là. Dans leur cas, peut-être qu'ils le méritent un peu, là. Mais peut-être pour prévoir, je dirais, les contre-coups, là, parce que nécessairement, cette décision-là va faire mal, va créer des conséquences négatives sur au moins une des parties prenantes. Donc, Legault vous dit, pensez à ça. Pensez peut-être à des actions que vous poserez ultérieurement pour résoudre les contre-coups de votre décision, pour amoindrir peut-être les contre-coups de votre décision. Et finalement, troisième critère,
le critère d'exemplarité. Donc, pour elle, la décision, ce serait de vous poser la question, et dans le cas de Karen Duhamel, on peut se la poser. Est-ce que la décision serait valide pour d'autres cas semblables? Donc, est-ce que la décision, dans son cas, oui, il me semble que sa décision pourrait s'appliquer dans d'autres cas semblables. Et qu'est-ce qui fait, pourquoi sa décision peut s'appliquer à d'autres cas semblables? C'est parce qu'elle s'appuie, entre autres, sur des codes, des règles, des normes. Donc, ces dernières, habituellement, les lois, les règles, c'est justement leur force, c'est qu'elles sont généralement formulées pour être assez inclusives, pour s'appliquer à plusieurs cas semblables. Donc, c'est peut-être la force du droit, typiquement. Il permet de résoudre plusieurs cas semblables. Donc, la décision à Karen Duhamel, elle est exemplaire en ce sens. C'est d'ailleurs la décision qui est attendue. Mais Legault, je pense, a raison de vous demander de penser à ça parce que des fois, en éthique, des fois, il y a des cas d'exception. Des fois, en éthique, il faut... puis ça, il faut l'admettre, là, il y a des cas où c'est parfois nécessaire de justement s'écarter d'une norme, d'une règle. Des fois, c'est parce que la norme, la règle, elle est injuste ou elle est inéquitable. Donc, des fois, il y a cet élément-là. Donc, le critère d'exemplarité est intéressant. À la fin de votre décision, est-ce que ma décision est exemplaire? Donc, elle s'appuie sur des arguments qui sont généraux et qui pourraient généralement s'appliquer. Ou est-ce qu'elle est particulière? Elle s'applique uniquement ou presque uniquement à ce cas précis. Et voici les critères d'exception qui font en sorte que ma décision elle est valide dans ce cas précis et elle ne serait pas valide dans d'autres cas. Donc, le critère d'exemplarité, là, ça vous demande de réfléchir un peu à tout ça. Et toujours en phase 4, je vous rassure, là, on achève, là. Phase 4, mais 4B, Legault vous dit à la toute fin, 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Et ça, c'est le TP2. Donc, vous le voyez là, si vous passez à travers la grille, vous arrivez jusqu'à 4B et lorsque vous arrivez à 4B, vous êtes prêt à partir à résoudre votre TP2, à formuler votre rapport décisionnel parce que c'est exactement ça qu'on vous demande en 4B, formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Donc, c'est là. Hein, autrement dit, si vous m'aviez soumis le cas Duhamel là, dans votre TP1, là, que si, disons, ce dimanche, si vous m'aviez remis un TP1 là, qui ressemble au cas Duhamel, vous l'auriez analysé à l'aide de la grille et rendu en 4B, vous êtes prêt à produire votre rapport décisionnel dans lequel vous m'expliquez quelle est la meilleure décision pour Karen, puis pourquoi c'est la meilleure décision au monde, puis voici les principaux arguments que vous m'avez trouvés, puis quel geste doit poser Karen Duhamel, puis quelles sont vos recommandations. C'est toujours dans le TP2. Là. Quelles sont vos recommandations pour éviter ce genre de problème ou pour aider les Karen Duhamel de ce monde à résoudre plus aisément ce genre de problème? Donc, ça, c'est la phase 4B. Formuler et présenter une argumentation complète permettant de justifier sa position. Êtes-vous toujours là? Bien. Oui, c'est réactif, ça répond. Il y a encore des gens qui ont pu suivre jusqu'au bout. C'est bien. Donc, c'est ça. Hein, je voulais vous expliquer les 4 phases. 4 phases dans cette grille. Puis, vous devrez l'appliquer à votre TP1. Donc, votre beau problème éthique là, que vous allez me soumettre ce week-end, vous devrez l'analyser à l'aide de cette grille. Et quand je dis analyser à l'aide de cette grille, vous devez analyser les faits. Et dans ces faits, il y a notamment les conséquences positives, négatives sur l'ensemble des parties prenantes,
les normes, tout ça. En phase 2, clarifier les valeurs conflictuelles. Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les conséquences qu'on a vues dans la phase 1? Quelles sont les valeurs qui se cachent derrière les normes qu'on a vues dans la phase 1? À la phase 3, prendre une décision, créer des arguments rationnels pour justifier votre décision. Quelles sont les actions que vous aurez à poser? Et finalement, phase 4, établir un dialogue réel. Vous voyez, celle-là est un peu... Je dirais que c'est peut-être celle qui est la moins bien ou la moins précisément nommée, là, mais la phase 4, c'est une phase de synthèse où vous éloignez un peu de votre propre décision, puis vous en analysez la force et la pertinence. Et tout ça, vous allez le synthétiser dans le TP2. Donc, faites attention de ne pas confondre. Là. La grille d'analyse et le rapport décisionnel, ce n'est pas la même chose. La grille d'analyse, ça vous permet de décortiquer votre problème, analyser toutes ces sous-étapes-là. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez à la fin de la grille et là, vous commencez votre rapport décisionnel qui, lui, est le rapport, la deuxième partie du TP2. Mais là, je parle beaucoup, puis cette grille, vous la comprendrez mieux et vous vous sentirez peut-être le besoin plus urgent de comprendre cette grille. Là. Vous l'aurez un peu plus tard. Là, vous êtes dans le TP1, puis vous n'êtes pas encore là, mais néanmoins, je voulais vous l'expliquer au moins une première fois. Et lorsque vous aurez à résoudre le TP2, là, lorsque vous aurez à passer à travers la grille d'analyse pour analyser votre TP1, vous pourrez réécouter cet épisode ou sinon replonger dans l'enregistrement de cours là, pour bien comprendre quelles sont les phases, qu'est-ce que je veux dire par ces phases pour bien compléter la grille et ultimement passer au rapport décisionnel. Donc, lorsque ça arrivera, vous réécouterez l'épisode du podcast au besoin ou sinon replonger dans l'enregistrement de cours. On achève, il est 13 heures, il me reste 2 minutes. Dans le cours 4, qu'est-ce que vous devez faire? Être capable, les objectifs, c'est quoi? Nommer, expliquer les principales étapes de la grille de Legault, nommer et expliquer les étapes et sous-étapes d'une analyse approfondie d'un dilemme éthique. Bien, dans votre cas, c'est plutôt la grille d'analyse, mais on en verra quelques autres grilles dans les forums de discussion. Utiliser un outil d'analyse approfondie, donc utiliser la grille de Legault pour l'utiliser dans votre TP2. Expliquer et intégrer les notions de risque et gestion du risque. Ça, vous aurez, je ne l'ai pas abordé aujourd'hui, vous aurez certaines pistes de réponse dans le texte de Hermanson et, j'oublie le deuxième auteur, ça ressemble, Henson peut-être. Donc, sur le risque, la notion de ethical risk, le risque éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça, vous aurez ça. Et finalement, de nommer, expliquer les problèmes éthiques les plus communs associés à la notion de risque. Vous aurez ça également dans ce texte. Et pour vous aider à atteindre ces objectifs, vous comprenez maintenant mieux la recette. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous deviez nous rejoindre en classe virtuelle, écouter le podcast, visionner l'enregistrement de cours, lire l'ouvrage de Legault. Je vous ai pointé vers le chapitre 6 et lire le texte de Hermanson et al. Visionner le PowerPoint, visionner l'autre PowerPoint là, sur les différentes étapes de la grille. Donc, il y a plusieurs redites, il y a plusieurs moyens pour vous là, d'explorer, d'acquérir cette grille. Le but, éventuellement, c'est que vous la comprenez bien, vous en compreniez le sens, la pertinence, les principales étapes, les sous-étapes, et que vous en gardiez quelques notions essentielles, que vous les utilisiez pertinemment, notamment dans le TP2. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle, le module 5 vous sera introduit ce vendredi par podcast uniquement. Ce sera une rediffusion d'un épisode que j'avais publié cet hiver. Donc, il y aura des dates là, qui sont différentes. Tenez pas compte de tout ça, ni du contexte pandémique de l'époque. Merci. Bravo à vous d'avoir été attentif. Merci d'avoir été actif dans le chat. Merci
Merci à Catherine d'avoir animé tout ça. C'est beau à voir. Si vous avez des questions, j'y réponds dans quelques minutes. Si vous avez des questions sur le cours, le déroulement du cours, les évaluations. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en podcast, ben, je vous laisse maintenant à vos travaux, études, puis on se revoit en direct mardi prochain. Et d'ici là, prenez vos rendez-vous, hein? Puis allez vous faire vacciner, puis prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye bye.